OK. Donc, alors cette semaine, on va travailler sur un module qui est un peu spécial parce que normalement, pour ceux qui ont déjà fait une fois la formation PMP, vous aurez peut-être remarqué que c'est un peu la première fois qu'on parle d'un module qui est axé sur les modèles, les outils et les artefacts. Parce qu'en fait, d'habitude, les gens, pour développer un peu les contenus de la certification PMP, ils utilisent ce qu'on appelle les domaines de connaissances. Donc, il y a 10 domaines de connaissances. Il faut que vous soyez familier avec ça. Mais ce n'est pas cette approche que j'adopte en fait pour dérouler le contenu que je vous propose. Alors, les 10 domaines de connaissances, alors c'est quoi un domaine de connaissances selon vous? Quoi un domaine de connaissances? C'est un domaine de connaissances, c'est un domaine de connaissances. Une base de données, Base de un données. ensemble de connaissances. OK. Ouais. C'est un peu un axe. Je ne sais pas comment je vais expliquer ça. C'est un axe ou une dimension, oui. Je vais appeler ça une dimension. C'est une dimension de la gestion de projet. OK. Parce que quand on parle de qualité, quand on parle de ressources humaines, quand on parle de délai, de coût, pour moi, c'est des dimensions à part entière avec des processus intégrés, avec des outils, des techniques, des données en sortie, entrée, tout ça, mais c'est des dimensions de la gestion de projet qui sont tous nécessaires dans la gestion de projet. Je ne sais pas comment je peux mieux dire ça. Ah non, c'est déjà bon, hein. C'est déjà bon. C'est déjà très bon. Donc, vous vous rappelez que la dernière fois, on a parlé de gérer les connaissances, n'est-ce pas? Oui. Il y a un processus qui s'appelle gérer les connaissances. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour gérer un projet, vous avez besoin de connaissances. Voilà. Maintenant, ces connaissances, le PMI les a regroupées de façon homogène. Parce que tu sais, les connaissances peuvent être trop variées. Donc, ce qu'on fait, on les regroupe par degré d'homogénéité. Donc, on peut dire qu'un domaine de connaissances est tout simplement un ensemble de connaissances qui sont homogènes, voilà, qui s'assemblent entre eux. Donc, dans le PMBOK 6, c'est cette logique-là qui est utilisée pour présenter les domaines de connaissances. Donc, alors, on va les citer ensemble, les domaines de connaissances. Vous avez l'intégration, qui est le premier domaine de connaissances que vous trouvez dans le PMBOK 6. Deuxième domaine de connaissances, c'est le périmètre, donc la gestion du périmètre, donc ce que les anglophones appellent le scope du projet. Troisième domaine de connaissances, vous avez donc l'échéancier, donc tout ce qui est en rapport avec le temps, la gestion du temps dans le projet. Ensuite, vous avez les coûts, donc le budget du projet, parce qu'on sait tous qu'un budget, un projet, ça va consommer des ressources et il faut des ressources monétaires pour acquérir ces ressources. Ensuite, vous avez la qualité. Tu parlais tout à l'heure de la qualité. Donc, c'est le fait que le projet ou le livrable du projet doit respecter les exigences des parties prenantes. Alors, tu as les ressources. Les ressources, c'est... Alors, dans le PMBOK 5, effectivement, on parlait de ressources humaines parce que l'accent a été mis vraiment sur les ressources humaines, comme vous l'entendez, c'est-à-dire les hommes et les femmes dont on a besoin pour conduire le projet. Mais avec le PMBOK 6, on a ouvert les ressources humaines aux ressources de manière générale. Parce que quand vous gérez un projet, vous n'avez pas seulement besoin de ressources humaines, mais vous avez aussi besoin de ressources matérielles, un ordinateur, un téléphone. Donc, ça constitue une ressource de votre projet. Même les ressources financières constituent également une ressource de votre projet. Ensuite, on a les communications. Donc, les communications, ça, c'est vraiment un point clé dans un projet. On dit d'ailleurs que le chef de projet passe 95% de son temps à communiquer. Donc, imaginez si vous avez 8 heures de travail par jour. En réalité, 95% de ces 8 heures de temps est dédié à la communication. Donc, la communication peut prendre quelle forme?
ça peut prendre la forme de réunions. Donc, vous faites des réunions généralement dans le cadre de votre projet. Donc, ça c'est de la communication. Vous envoyez des rapports, c'est de la communication. Vous envoyez des emails, ça, c'est de la communication. Vous voyez un peu. Donc, c'est vraiment un aspect important de la gestion de projet. Et le PMI insiste vraiment là-dessus. En tant que chef de projet, vous devez être capable de pouvoir communiquer. Un chef de projet qui ne sait pas communiquer, ça, c'est pas bon pour le projet. Vous allez créer voilà, beaucoup de difficultés dans le projet. Ensuite, il y a les risques parce que, bon, comme vous le savez, dans un projet, il y a des incertitudes, donc il faut pouvoir gérer ces incertitudes. Donc, c'est ça qu'on appelle la gestion des risques, identifier les risques, les analyser, euh, chercher les réponses aux risques et aussi mettre en œuvre les réponses aux risques de votre projet. Ensuite, vous avez les approvisionnements. Donc, les approvisionnements, c'est tout ce qui est acquisition en externe. Parce qu'en fait, dans un projet, il peut arriver que vous ayez besoin de fournitures. Si les fournitures sont en interne, ce sera donc un approvisionnement interne. Mais si les fournitures dont vous avez besoin ne sont pas disponibles en interne, là, il va falloir donc acheter. Et donc, pour les acheter, vous avez besoin de contrats avec un fournisseur. Donc, c'est pourquoi, dans la gestion des approvisionnements, on parle beaucoup de contrats, donc parce qu'on signe des contrats avec les fournisseurs. Et après, maintenant, le dernier, c'est les parties prenantes du projet. Donc, les parties prenantes, il faut pouvoir identifier les parties prenantes, il faut analyser les parties prenantes, il faut définir un plan pour engager les parties prenantes, il faut mettre en œuvre le plan pour engager les parties prenantes, il faut maîtriser notre plan d'engagement. Donc, ça, c'est ce que vous allez retrouver dans le PMBOK 6. Ce sont les domaines de connaissances. Mais à l'examen, vous n'êtes pas évalué par domaine de connaissances. Ça, il faut bien le savoir. Vous n'êtes pas évalué par domaine de connaissances. Donc, ce n'est pas très méchant de ne pas connaître les domaines de connaissances parce que de toutes les façons, on ne va pas te demander les domaines de connaissances. Par contre, on va beaucoup t'interroger sur les processus. Voilà, donc vous pouvez ne pas connaître les domaines de connaissances, mais c'est important de connaître les 49 processus de gestion de projet. Et sur LinkedIn, j'ai regardé le commentaire d'un candidat qui venait juste de faire son examen PMP. Et ce qui m'a plu, c'est que non seulement il a célébré sa réussite, mais après, il a donné 5 conseils au candidat. Et parmi ces conseils, il y avait de la maîtrise des processus. Il faut bien connaître les 49 processus de gestion de projet. Alors, vous vous rappelez bien que lors du dernier cours, on avait évoqué un peu donc la question des processus. Normalement, si vous regardez le dernier cours que nous avons fait la semaine passée, nous avons étudié 7 processus sur les 49 processus. Vous comprenez? Donc, ce sont les processus de coordination, notamment le premier, c'est élaborer la charte de projet. Donc, on a beaucoup parlé de la charte de projet. Ensuite, développer le plan de gestion de projet, diriger et gérer le travail du projet, gérer les connaissances, maîtriser le travail du projet, maîtriser les changements et clore le projet ou la phase. Donc, voilà 7 processus que nous avons déjà étudiés. Alors, justement, quand on étudiait ces 7 processus, vous vous rappelez qu'on avait parlé de la structure d'un processus. Comment est structuré un processus de gestion de projet? Comment est structuré un processus de gestion de projet? Les données d'entrée, les outils techniques et les données de sortie. Excellent. Donc, on a les inputs, donc c'est les ingrédients. Ensuite, on a les outils techniques, donc c'est le matériel dont vous avez besoin et l'approche que vous allez utiliser. Et puis, on a les données de sortie, le résultat que vous obtenez. C'est un peu comme si tu veux faire le plat québécois, là, c'est la poutine. Tu veux faire une poutine, il te faut des ingrédients
en entrée. Bon, j'imagine que ça va être quoi? Ça va être de la pomme, des frites peut-être. Ça va être du fromage, ça va être peut-être une sauce. Donc, ce sont les ingrédients, donc c'est les inputs. Maintenant, il te faut du matériel. Donc, il va te falloir du feu. Donc, peut-être que tu as ta plaque. Il va te falloir des casseroles. Il va te falloir maintenant des techniques. Parce que, en fait, qu'est-ce qu'on appelle la technique? La technique, c'est le way of working. Parce que c'est comment tu vas travailler un peu tous les ingrédients que tu as. C'est ça qui fait la différence entre les hommes et les femmes en cuisine. Si on nous donne les mêmes ingrédients, les mêmes outils, on ne va pas avoir le même résultat. Parce que vous avez la technique. Donc, la technique, vous savez qu'il faut d'abord faire ci, ensuite, il faut faire ça. Voyez un peu. Et puis maintenant, il y a l'output. L'output qui est quoi? Qui est le plat qui sera servi aux gens. Donc, c'est un peu ça, les processus. Maintenant, ce que le PMI a fait, c'est que dans le PMBOK 7, ils se sont dit, bon, voilà, il y a beaucoup d'outils et de techniques. Il y a beaucoup d'output qui sont mobilisés en gestion de projet. Mais quels sont les principaux? Est-ce qu'on peut se permettre de faire une liste des principaux modèles, outils et artefacts de la gestion de projet? Donc, ils ont essayé de faire quelque chose dans le PMBOK 7. Comprenez un peu. Voilà. Et donc, du coup, le module que vous voyez là, pourquoi il est assez intéressant? Il est assez intéressant parce que il vous donne un aperçu ou bien une vue de 360 degrés de l'ensemble des outils techniques, de l'ensemble des données de sortie ou artefacts et des inputs dont vous aurez généralement besoin pour gérer votre projet. Et donc, vous allez voir que ça va toucher à beaucoup de processus. Voilà. Et c'est pourquoi je trouve que ce module est assez intéressant. Voilà. Donc, comme vous l'avez vu, il est scindé en trois. Il y a d'abord une première partie où nous allons parler de tous les modèles dont un chef de projet peut se servir pendant qu'il gère un projet. Ensuite, vous avez les techniques et les outils qui sont généralement utilisés. Et après, maintenant, vous avez les livrables ou les résultats qu'on obtient souvent quand on gère un projet. Et donc, l'idée, en fait, c'est de pouvoir regarder ensemble ces éléments-là. Donc, c'est pourquoi je dis, ce module, il est extrêmement important. Il faut vraiment le lire jusqu'à maîtriser tout ce qui est dans ce module-là. C'est-à-dire que rien ne doit, vous ne devez rien laisser en rade, en fait. Rien du tout. Parce que tous les modèles y sont, tous les outils et artefacts y sont également. Maintenant, certains modèles, nous allons les revoir plus tard lorsque nous allons étudier certains processus, mais au moins, vous avez déjà une vue d'ensemble de cela. Alors, je vous partage un peu, j'ai essayé de faire le squelette du module. Si vous regardez un peu le squelette du module, alors voici le squelette du module. Si vous regardez un peu, donc, il y a d'abord les modèles. Donc, c'est au niveau du grand 1. Vous allez voir plusieurs modèles qui sont utilisés. Commençons par le leadership. Alors, vous-même, vous savez tous que le terme gestionnaire de projet ou chef de projet vous confère une autorité. Donc, ça vous confère une position de leader. Et donc, la façon dont vous allez exercer cette position de leadership va avoir des impacts sur la qualité des résultats que vous allez obtenir. Comprenez un peu. Donc, le leadership, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement important. Le leadership, c'est la façon dont on conduit les hommes. C'est la façon dont on demande aux gens de nous suivre. Parce qu'en fait, un leader, c'est une personne que les autres vont suivre. Je ne sais pas si vous voyez un peu. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que moi, aujourd'hui, Karine, je vais te suivre? Hein? Pourquoi est-ce que je vais te suivre? Je vais te suivre parce que tu as une vision, tu as partagé avec moi ta vision et tu m'as convaincu que cette vision-là, c'est une bonne vision et donc là, je m'engage à te suivre. Tu vois un peu? Donc ça, c'est le leadership et ça joue un rôle extrêmement important pour le management des équipes. Donc les équipes qui sont managées par des leaders
charismatiques, par des leaders qui exercent sur eux un bon leadership, ces équipes-là arrivent à être très performantes. Donc, dans la recherche, beaucoup de travaux tendent à démontrer que les équipes qui ont à leur tête un leader qui fait preuve d'un bon leadership, cette équipe-là va bien performer. Et c'est pourquoi vous avez cette barre dans le triangle des compétences, vous avez cette barre qui parle des soft skills, des power skills, voilà. Bon, le PMI a un peu changé le terme. Avant, on parlait de soft skills. Maintenant, ils ont remplacé le terme soft skills par power skills. Donc, les power skills, ça revient plus ou moins à la même chose. Ce sont des compétences interpersonnelles. Ce sont des compétences durables, comme ils appellent cela. C'est des compétences durables au sens où ça permet à une équipe véritablement d'atteindre ses objectifs. Et donc, du coup, la question du leadership fait l'objet de nombreuses questions à l'examen. Donc, si vous voulez réussir l'examen PMP, vous devez bien comprendre le leadership, la façon dont il se manifeste et surtout les meilleures formes de leadership. Et donc, pour ça, il existe donc des modèles. Alors, l'un des modèles les plus utilisés, c'est le modèle de Ken et Blanchard. Ken Blanchard, c'est le leadership situationnel. En fait, comment il faut le comprendre, le leadership situationnel? Alors, il existe plusieurs styles de leadership. Je vais vous afficher un petit document qui parle un peu des styles de leadership. Donnez-moi une petite seconde. Pendant que tu affiches le document, Oui, j'avais une question déjà, je ne sais pas si ça va se retrouver dans le document, mais la dernière fois, on a parlé c'était des types de leadership, où on voyait le leadership directif, laisser faire et tout. oui, c'est ça. Moi, je voulais savoir, c'était quoi la différence entre le modèle de leadership et le style de leadership. Très bien. C'est une bonne question. Donc, ça veut dire que vous connaissez déjà les styles de leadership, c'est ça? Que le PMI propose. Oui. OK, donc c'est parfait. Alors, c'est ça que je voulais projeter, mais comme vous les connaissez déjà, donc c'est excellent. Alors, du coup, pour revenir à la question donc de Patrice, c'est quoi un modèle de leadership? Alors, définissons déjà un modèle de manière générale. Un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité. C'est ça qu'on appelle un modèle. Je prends un exemple, hein. Si aujourd'hui, tu veux comprendre euh, quels sont les facteurs clés de succès de l'intégration et du succès d'un nouvel immigrant au Canada, tu peux modéliser cela. Tu peux modéliser. Modéliser, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas créer une sorte de relation entre plusieurs facteurs, mais à une échelle réduite. Parce que la vérité, c'est quoi? C'est qu'un phénomène réel, il est tellement complexe parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui entrent en compte. Donc, mais ce que tu vas faire, c'est quoi? Tu vas isoler certains paramètres pour ne retenir que ce que tu trouves pertinent. Et c'est donc ça qu'on appelle un modèle. Maintenant, si on ramène cela au modèle de leadership, le modèle de leadership, c'est tout simplement une représentation simplifiée de la compréhension du leadership selon certains critères. Et maintenant, selon certains critères, on va donc définir des styles de leadership à l'intérieur d'un modèle. Donc, vous allez voir que d'un modèle à l'autre, les styles de leadership vont changer. Donc, les styles de leadership que vous avez dans le PMBOK ne dépendent pas d'un modèle en particulier. En fait, ce que le PMI a fait, bon, c'est ce qu'on fait, hein, on prend un peu les principaux ouvrages de stratégie et puis on voit un peu comment quels styles de leadership sont abordés et donc on met tout cela ensemble. Mais ici, l'avantage qu'on va avoir dans cette lecture, c'est quoi? C'est qu'on sera capable de rattacher le style de leadership à un modèle. Je prends un exemple. Quand on parle des théories de la motivation, il existe 1001 modèles de motivation. Par exemple, si vous prenez le modèle de McGregor, là, vous allez voir qu'on parle de X et Y. Mais si tu prends le modèle
de McClelland, là, on ne parle plus de X et Y. Maintenant, on te parle de quoi? On te parle de pouvoir, on te parle de ceci. Donc, en réalité, un modèle, c'est un cadre, pour faire simple. C'est un cadre pour analyser un phénomène. C'est ça qu'on appelle un modèle. Voilà. Et donc, du coup, la lecture que tu as de ton leadership peut être rattachée au modèle que tu as utilisé. Si toi, Patrice, tu utilises par exemple le modèle, je ne sais pas moi, de Ken Blanchard et qu'une autre personne utilise un autre modèle pour étudier le leadership, vous n'allez pas forcément avoir les mêmes styles de leadership. C'est ça un peu qui fait la différence. Je ne sais pas si ça répond clairement à ta question. Oui, mais moi, je me disais que le modèle s'imbriquait dans le style. C'est-à-dire, on va prendre un style, par exemple, directif, et puis on a le modèle, je ne sais pas, de Andrew Gilbert. C'est pas ça? Non, les Ok. styles sont dans les modèles. C'est-à-dire que chaque modèle va permettre de développer un style, plusieurs styles de leadership. C'est-à-dire qu'il faut comprendre, c'est un peu comme tu dis, il y a plusieurs cadres agiles. Il y a Scrum, il y a XP, il y a Kanban. Donc, tu vois un peu. Donc, en fonction de chaque modèle, tu as une lecture particulière un peu de la chose. Donc, le style de leadership, il est rattaché au modèle que tu utilises. Ce n'est pas l'inverse. Pas l'inverse. Ok. Je ne sais pas si c'est plus clair. Oui, c'est clair. OK. Donc, du coup, ici, vous voyez, il y a deux modèles de leadership que je vous ai proposés. Il y a donc le modèle situationnel. Donc, alors, selon quelle est la lecture qu'il faut faire de ce modèle? C'est simple. Dans ce modèle, l'idée, c'est que il n'y a pas un style de leadership qui est bon dans l'absolu. Non. Tu auras tendance à adapter ton leadership en fonction de la situation qui se présente à toi. Il y a des moments où tu dois être directif, c'est-à-dire tu dois donner des ordres. Il y a des moments où tu dois être plutôt paternaliste. Il y a des moments où tu dois être plutôt, je ne sais pas moi, tu vois un peu, c'est-à-dire qu'il n'existe pas un seul style de leadership absolu qui marche dans toutes les situations. Non, tu dois adapter ton style de leadership selon la situation dans laquelle tu es. C'est ça le style de leader, c'est ça le modèle donc de leadership situationnel, le modèle de Ken et de Ken Blanchard. C'est ça. C'est bon? Parce que l'idée, il faut que vous compreniez les différents modèles. Hein? Voilà. Quand vous comprenez les modèles, le reste, maintenant, vous allez pouvoir les utiliser sans problème. Je pense qu'il n'y a pas trop de complications avec ce modèle, n'est-ce pas? Oui. Non. Est-ce que la liste est exhaustive, les modèles, les deux que tu as cités, oui, il y en a Non? d'autres. Ah, ok. Oui, il y en a Ça, d'autres. c'est les plus populaires. Oui, voilà, voilà. Parce que ce n'est pas la première fois que vous entendez le modèle de situationnel, n'est-ce pas? Situationnel, non, c'est Non. pas la première fois pour moi. Voilà, c'est Mais ça. Oscar, par contre, c'est la première fois. Oui. Parce que le modèle de Ken et Blanchard, c'est l'un des modèles les plus, voilà, qui est quand même assez célèbre dans le monde. Hein. Alors, toujours en termes de leadership, donc il y a maintenant le modèle Oscar. Alors, que signifie Oscar? Oscar, c'est un acronyme. Oscar signifie Outcome, Situation, Choice, Actions and Review. Voilà. Donc, c'est un peu ça le modèle. Donc, le modèle est développé par deux auteurs qu'on appelle Karen et Andrew. Donc, ils ont développé ce modèle-là. Alors, outcome, c'est le résultat. On voit aussi la situation qui revient. Maintenant, selon le résultat que vous voulez atteindre et la situation que que vous avez, vous allez faire des choix. Et ces choix-là vont donc se matérialiser par des actions qui doivent être ensuite révisées au fur et à mesure que vous avancez. C'est tout simplement ça le principe hein, du modèle Oscar. Donc, je m'arrête là pour voir si vous avez des questions par rapport à ces deux modèles. Le modèle de Ken Blanchard et le modèle Oscar.
Moi, j'avais pas de question. J'avais noté une question de manière générale parce que j'ai eu Oui. vraiment du mal à digérer cette présentation-là. Je trouvais que c'était assez lourd. Mhm. Et justement, j'avais une question, c'était qu'est-ce que je dois retenir dedans? Mais d'après ce que tu as dit, je dois tout retenir. Ah oui, tu dois retenir tous les modèles. Oh Tu mon dois Dieu. retenir parce que les modèles te permettent de répondre aux questions. Parce que OK. dans les questions de l'examen, on peut t'interroger sur une problématique de leadership. Et Ouais. si tu connais les différents modèles de leadership, tu peux savoir que ici, je vais répondre en utilisant le modèle de Oscar ou bien ici, j'utilise le modèle situationnel. Pourtant, je pensais que c'était assez clair, hein. C'est pourquoi j'ai vraiment Pas voulu au que niveau vous le compreniez. pas Donc, seulement vous au niveau. avez... Comment? Vas-y. Mhm. Ma question n'est pas au niveau des modèles de leadership. Ma question, c'est tous les modèles qu'il y a dans le document. Oui, oui, Et oui. aussi ouais, les techniques, les tools, bah, c'est tellement beaucoup. Oui, Quand j'ai oui, lu oui, ça, oui, oui. Mais si on va bon, retenir tout ça, c'est chaud. bon, ça va revenir. Ça, c'est clair qu'il y a des modèles qui vont revenir. Il y a des... Voilà. Mais l'idée, vraiment, c'était de... Je ne sais pas si vous avez jeté un coup d'œil sur le PMBOK 7. Hein. Jetez un coup d'œil sur le PMBOK 7. Attendez, PMBOK 7. Donc, ce n'est pas le meilleur PMBOK. Hein. Ça, je peux vous l'assurer. Le PMI a fait de meilleurs PMBOK que celui-là. Quand tu dis que Aussi, ce n'est pas le meilleur PMBOK, qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est pas le PMBOK le plus... Tu sais, quand tu lis un livre, il y a des livres de très bonne qualité. Tu vois un peu. Mais ce PMBOK-là n'est pas... Beaucoup d'experts trouvent que c'est pas... C'est d'ailleurs pourquoi le PMI était obligé de sortir un autre livre qu'on appelle le guide des processus pour accompagner le PMBOK 7. Ils ont OK. voulu tellement innover dans le PMBOK 7 que, tu sais, parfois à vouloir innover, à vouloir sortir des codes, parce qu'on connaissait déjà le format des PMBOK. Hein. Les Oui. PMBOK, c'était quoi? C'était des processus regroupés par domaine de connaissances. Mais là, ils ont voulu aller un peu vers ce qu'on appelle un mindset et non plus des processus. Parce qu'il faut lire le PMBOK 7 comme étant une philosophie d'approche de projet. Ce n'est pas des processus. Et donc, ils ont défini des valeurs et des principes et maintenant des artefacts. Et même, vous voyez, dans le PMBOK 7, on ne parle plus de domaine de connaissance, on parle de domaine de performance. Vous voyez un peu, ça dit que on veut changer même les termes que tu utilises. Tu ne dois plus voir la gestion de projet comme des connaissances que tu appliques. Non, tu dois voir la gestion de projet comme étant un processus qui te permet de créer de la valeur. Donc, il faut de la performance. Et où est-ce que tu vas aller toucher pour créer cette valeur? Sur quel levier tu vas jouer pour créer cette valeur? C'est ça vraiment la philosophie du PMBOK 7. Mais ça n'a pas vraiment, voilà, c'est pas quelque chose qui parle vraiment aux gens. Et donc, du coup, voilà. moi, je pense que peut-être ils ont été beaucoup influencés par l'agilité et tout cet Oui, effet de mode-là. oui, c'est ça. C'est ça. L'agilité a beaucoup influencé et donc, du coup, ça n'a pas vraiment créé quelque chose de, voilà, de super, super génial. Mais bon. Mais ça reste et demeure quand même un bon livre, hein. Moi, que je vous recommande vraiment de lire. Quand vous aurez le temps, faudra bien le lire. Bon, même si, parce que quand vous regardez, les domaines de performance, ça revient encore plus ou moins à quoi? Ça revient plus ou moins au domaine de connaissance. Parfois, c'est une simple question de mots, hein. On a remplacé un mot par un autre. Voilà. Mais après, la philosophie, je veux dire, le concept, il reste le même. Hein, parce que quand tu dis domaine de connaissance, domaine de performance, bon, les gens voient toujours la même chose. Alors, je pense que nous avons déjà bien parlé des principes. Regardez, par exemple, si vous regardez les domaines de performance, on vous dit domaine de performance des parties prenantes. Quelle est la similitude que tu fais avec le PMBOK 6? Les C'est connaissances, c'est pas. domaine de connaissance, gestion Oui, des parties prenantes. oui. Maintenant, on dit domaine de performance de l'équipe.
Alors, il faut savoir que l'équipe, ça, c'est un thème qu'on traitait dans les ressources. Parce que si tu regardes les processus qu'il y a dans les ressources, tu vas voir, il y a gérer l'équipe, développer l'équipe. Donc, ça, c'est les ressources. Domaine de performance de l'approche. Donc, l'approche, en fait, ça veut dire quoi? C'est est-ce que je vais utiliser du waterfall? Est-ce que je vais utiliser l'agile ou bien est-ce que je vais utiliser l'hybride? Tu vois un peu, donc c'est ça qu'on appelle l'approche. Ensuite, domaine de performance de la planification. Alors maintenant, regardez, on avait un groupe de processus qu'on appelait la planification. Donc, ce groupe de processus-là est devenu maintenant un domaine de performance. C'est-à-dire les 24 processus que vous avez dans le mapping des processus qu'on étudiait dans le PMBOK 6 pour la planification. Maintenant, on a regroupé ça en un domaine qu'on appelle le domaine de performance de la planification. Pour moi, c'est ça du sens. Pourquoi? Parce que quand vous gérez un projet, tu ne gères pas un projet par domaine de connaissance. Tu ne dis pas, je fais l'intégration, après je vais faire les coûts, l'échéancier. Non, jamais. Tu dis, je fais le démarrage du projet, après je fais la planification, après j'exécute, après, pendant que j'exécute, je vais surveiller et après je fais la clôture. C'est comme ça qu'on gère un projet dans la vraie vie. Et donc, logiquement aussi, on devrait organiser nos compétences dans cette logique-là. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pourquoi moi, je suis bien favorable à cette approche de faire les choses. On a le domaine de performance du travail du projet, domaine de performance de livraison. Alors, le PMI joue aussi avec les contraintes que l'on observe aujourd'hui dans la réalité. De plus en plus aujourd'hui, il y a une problématique qui est réelle dans la gestion de projet. C'est ce qu'on appelle le delivery, la livraison. À telle enseigne que dans certaines entreprises aujourd'hui, on a créé ce qu'on appelle des delivery units. C'est-à-dire que ce sont des unités qui sont spécialisées dans la livraison des livrables du projet. C'est-à-dire que l'idée, c'est vraiment mettre l'accent sur le fait qu'un projet doit créer des livrables qui doivent arriver dans les mains des utilisateurs pour pouvoir les utiliser. On a le domaine de performance de la mesure, on a le domaine de performance de l'incertitude. Alors, je vous explique, quand on parle de domaine de performance de la mesure ici, la mesure ici, c'est la mesure des performances. Donc, tous les processus de maîtrise sont donc regroupés en un seul endroit et ça nous permet donc de faire la maîtrise du projet. Et puis, vous avez le domaine de performance de l'incertitude qui n'est rien d'autre que la gestion des risques. Voyez un peu. Donc, c'est pourquoi, donc, ne soyez pas perturbés quand vous allez entendre certaines personnes parler de domaine de connaissance. Ça, c'est dans le PMBOK 6. Et domaine de performance, ça, c'est beaucoup plus le terme qui est utilisé dans le PMBOK 7. Maintenant, quand vous allez voir maintenant que tous les modèles, les techniques et les artefacts ont été regroupés en un seul endroit. Vous comprenez? En un seul endroit. Et donc, ce sont ces modèles-là que je voudrais étudier avec vous. Attendez, peut-être que je change un peu ce que je suis en train de présenter pour vous montrer. Ce serait bien si vous avez votre PMBOK 7, que vous l'ouvrez aussi, vous allez voir. Donc, c'est ça. Vous voyez ici, c'est le chapitre 4, je pense, de la deuxième partie du PMBOK 7, parce que le PMBOK 7 est scindé en deux. Donc, il y a la deuxième partie. Donc, vous allez voir les modèles, les techniques et les artefacts qui sont couramment utilisés en gestion de projet. C'est pour que vous puissiez comprendre un peu quel est l'intérêt de ce module-là. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, pour répondre à votre question, c'est très important. Comment l'utiliser? C'est juste de comprendre les modèles. Et ces modèles-là vous donnent des éléments pertinents pour pouvoir apprécier un certain nombre de questions de l'examen. Si une question touche à la communication, vous avez déjà une idée un peu des modèles de communication. Si une question touche au leadership, vous avez une idée des modèles de leadership et ainsi de suite. C'est vraiment un peu comme ça qu'il faut prendre ce module. C'est bon, Karine? Est-ce que ça te donne un peu plus d'insight? Oui. OK.
Je comprends juste que je dois m'attacher à ma tablette. C'est ça. En fait, je pensais plus que c'était le genre de... Tu nous donnais à lire pour connaissance, enfin, je veux dire, Non, de la... non, non. Voilà. Donc, je voulais te demander qu'est-ce que je dois aller chercher dedans. Mais si je dois tout dire, OK, on va faire avec. Mais maintenant, je vais te dire, la vérité, c'est quoi? C'est que parmi ces modèles, il y a les modèles qu'il faut connaître pour l'examen PMP. C'est ça que je... Il y a d'autres que tu peux, voilà. Par exemple, le modèle, le leadership situationnel, quand même, ça, c'est quelque chose que tu dois connaître. Oscar, maintenant, bon, parce que aussi, l'idée, c'est que on vous forme, c'est vrai pour l'examen PMP, mais aussi, vous êtes des professionnels, donc ce sont des choses qui peuvent vous servir quand vous avez des problèmes que vous rencontrez dans votre vie pratique. Vous pouvez vous rappeler, ah, ce modèle, c'est un modèle, je trouve qu'il est pertinent par rapport à la situation que j'ai donc. Parce qu'un modèle, en fait, c'est quoi? Il te donne une solution à un problème. Et n'oubliez pas que dans les questions de l'examen PMP, ce sont des problèmes que l'on vous expose et vous devez trouver la solution. Donc, grâce au modèle, vous trouvez la solution qui est la plus adaptée. Alors, deuxième catégorie de modèle, la communication. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, le chef de projet passe 90 à 95% de son temps à communiquer. En fait, ça fait partie des compétences interpersonnelles. Et donc, c'est d'ailleurs la compétence interpersonnelle la plus demandée pour un chef de projet. Voilà. C'est-à-dire que quand il s'agit de savoir quelle compétence interpersonnelle est la plus importante, c'est celle de la communication. Alors, je peux vous poser une question. Pourquoi est-ce que pour vous, la communication, c'est la compétence interpersonnelle qui est la plus importante pour un chef de projet? Selon vous, pourquoi? Pourquoi? Mais je pense qu'un projet, le chef de projet, il ne le réussit pas seul. Il le fait avec une équipe, il le fait dans un certain environnement, donc avec des parties prenantes aussi. Et la réussite de ce projet, il ne peut pas réussir son projet sans l'engagement de son équipe de projet, des parties prenantes. Et comment il réussit à avoir cet engagement et cette motivation de leur part? C'est en gardant avec eux un lien assez étroit qui ne peut être établi que par la communication, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit une communication formelle, informelle, quelle qu'elle soit, mais c'est vraiment l'outil qu'il lui faut pour pouvoir garder ce lien et maintenir en tout cas l'engagement de ses partenaires et de son équipe de projet. Excellent. Il y a un mot que tu as sorti dans ta réponse et qui est vraiment crucial, c'est engagement. Et le deuxième mot, c'est partie prenante. On ne peut pas réussir un projet sans l'engagement des parties prenantes. Ça, il faut vraiment que nous soyons d'accord avec cette hypothèse. Toute personne qui occupe une position de gestionnaire de projet et qui veut réussir ce projet, il faut qu'il compte sur l'engagement des parties prenantes. Ça, c'est très important. Maintenant, on va donc se poser la question suivante. Quel est le levier sur lequel je peux agir pour engager les parties prenantes? Et la réponse, elle est toute simple, c'est la communication. C'est d'ailleurs pourquoi les meilleures stratégies d'engagement des parties prenantes sont basées sur le plan de communication. C'est-à-dire, quand vous voulez engager des parties prenantes, vous devez le faire en vous appuyant sur la communication. Donc, la communication joue un rôle extrêmement important dans le projet. Alors, il existe des multitudes de modèles de communication. Il existe des multitudes de modèles de communication. Alors, l'un d'eux que vous connaissez et que je n'ai pas mis ici dedans, mais qu'on va retrouver plus tard, c'est le modèle émetteur-récepteur que vous connaissez tous. C'est-à-dire que c'est un modèle simple. On a l'émetteur, celui qui encode le message. On a le récepteur, celui qui décode le message. Il y a le canal qu'on va utiliser pour faire passer le message. Et puis, il y a des éléments tels que le filtre ou le bruit
Donc, le bruit, c'est toute chose qui empêche le message d'être transmis. Je prends un exemple. Hein. Si vous êtes dans un bus et qu'on vous appelle, il sera difficile de pouvoir bien discuter avec votre interlocuteur. Pourquoi? Parce qu'il y aura des interférences. Donc, le fait d'être dans le bus vous expose à des interférences et ces interférences-là, c'est ce qu'on appelle le bruit hein, dans ce modèle-là. Donc, c'est toute chose qui empêche le message de circuler. Alors, maintenant, vous avez ce qu'on appelle le filtre. Oui? Question? Par rapport au bruit, est-ce qu'on ne peut pas aussi considérer, par exemple, le fait que le message soit, comment dire, transmis, soit altéré lors de la transmission comme étant du bruit? Supposons que je suis chef de projet et par exemple, je suis dans l'incapacité de communiquer avec une personne et puis je transmets le message à, je sais pas, une personne et cette personne-là retransmet le message au destinataire final. Est-ce que c'est pas, disons, un enjeu que cela soit transmis comme ça et ça peut pas créer du bruit? Par exemple, si j'ai dit, OK, on a 75% de réalisation des travaux et puis l'autre va dire autre chose et tout ça, est-ce que représente pas peut-être un enjeu ou bien aussi en quelque sorte un bruit? Alors, c'est que le cas que tu vas prendre là, ça nécessite, c'est plusieurs communications. Si tu parles avec moi, tu me donnes une information. Nous sommes émetteurs-récepteurs. Quand moi, maintenant, l'information que tu m'as donnée, quand il s'agit de la transmettre à une autre personne, ça devient encore une autre communication. Donc, c'est le modèle émetteur-récepteur. Donc, dans ce cas-là, on ne pourra pas considérer le bruit comme étant le fait que je dispense une information qui était différente de celle que tu as donnée parce que je pourrais te transmettre clairement cette information, sauf qu'elle ne sera pas celle que tu m'as donnée. Tu vois un peu? Tu vois un peu ce que je veux dire? Oui. Voilà. Donc, ce n'est pas un bruit, en fait. Ça, c'est juste le fait que le message ne soit pas transmis fidèlement. Okay. Mais sans pour autant que ce soit dû à un bruit. Hein? Voilà. Okay. Je ne sais pas si on se comprend un peu, si tu as compris un peu ce que je voulais dire. Oui, on se comprend, mais souvent en informatique, on dit souvent le bruit, c'est tout ce qui peut altérer le message. Genre, quand on fait une transmission, tous les éléments qui peuvent altérer le message aussi sont considérés comme des bruits. Donc, ce sont des éléments qu'il faut chercher à éliminer lors de la transmission. Donc, je Oui, comprends que ce n'est pas pareil en gestion de projet. Donc, OK. oui. En fait, le concept, il est le même, mais c'est l'exemple que tu as pris, moi, qui me semble ne pas vraiment refléter la notion de bruit. Parce que je peux transmettre un message qui est altéré sans qu'il y ait de bruit, en fait, parce que c'est une autre communication qui s'opère. Voilà. Maintenant, après, par contre, oui, vas-y. Non, non, c'est bon. Mhm. OK. OK. Maintenant, après, il y a ce qu'on appelle le filtre. Le filtre, en fait, c'est le contexte, c'est les éléments qui permettent à la personne qui décode ou qui encode le message de le faire. Je prends un exemple. Hein. Si vous parlez à une personne et cette personne fait des signes de la tête de cette manière, vous parlez à chaque fois, fait comme ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire oui, non? Oui, je comprends. Voilà, ça veut dire que la personne est d'accord, la personne acquiesce, la personne marque son approbation. Vous comprenez un peu? La personne marque son approbation. Maintenant, C'est ça? après, C'est pas toujours si, pareil. Par exemple, avec les gens qui sont d'une autre culture. voilà, c'est ça. C'est effectivement ce que je voulais dire. Dans d'autres cultures, faire comme ça, c'est non. Hein? Si tu parles à quelqu'un, il fait comme ça. Toi, tu vas, parce que toi, dans ta culture, c'est oui, donc tu vas continuer à aller dans le sens. Alors que mon cher, tu es en train de frustrer la personne, tu ne le sais pas. Donc, c'est ce qu'on appelle le filtre. Donc, il faut être capable de bien comprendre le filtre. Vous voyez un peu? C'est ça. Donc, ça, c'est un modèle, c'est vraiment le modèle le plus répandu en matière de communication sur le modèle émetteur-récepteur. Maintenant, après, il y a d'autres modèles que je vous ai mis là.
Voilà, vous avez le modèle de Browers et Price, voilà, qui développent un certain nombre d'éléments. Alors, ces éléments sont quoi? Le langage, le style, les stéréotypes, les relations. Vous savez, quand on communique, ce sont des éléments qui sont importants. Prenons par exemple le langage. On parle de langage verbal, langage non verbal. Alors, si on s'appuie sur le modèle de Mehrabian, alors Mehrabian a donné 3 chiffres. Je vais vous les mettre ici. Vous me direz que représentent ces 3 chiffres pour vous. Je vous mets ici 7%. Après, je vous mets 38%. Et après, je vous mets 55%. Dites-moi, ces chiffres-là, ça veut dire quoi? 7%, 38%, 55%. Oui, Karine, vas-y. Les 55%, c'est pour la communication non verbale. Les 35%, c'est comme pour la communication. Les 2 autres communications, c'est verbal. La troisième communication, c'est quoi? Il y a non verbal, il y a verbal et puis il y a une troisième. C'est quoi la troisième? Je ne me rappelle plus. OK. Mais Alors, 7%, c'est verbal. Le plus grand, c'est le non verbal. Oui, 38%, c'est l'intonation. Exactement. Voilà. Et 55%, c'est les gestes. Le non verbal. Bon, le non verbal, c'est les deux. Parce que si tu prends les gestes et l'intonation, voilà, ce sont les deux qui vont compter. Parce que verbal, c'est les mots. Oui. Donc, quand tu parles, tu utilises des mots. Mais seulement 7% de ton message est véhiculé par les mots. Maintenant, le reste, c'est-à-dire 93%, c'est véhiculé par l'intonation de ta voix et les gestes que tu vas utiliser. Quand tu dis à quelqu'un « viens » et « viens », c'est 2 choses différentes. Le premier, c'est une invitation. Le deuxième, c'est on t'impose. Voilà, voilà, c'est un ordre qu'on te donne de venir. Tu vois un peu? Voilà. C'est ça. Et ça, c'est le modèle de Mehrabian. Et c'est donc pourquoi on dit que quand vous êtes un chef de projet, vous devez faire attention à la communication non verbale, c'est-à-dire les gestes et l'intonation de la voix. Même quand vous négociez, en situation de négociation, tu dois regarder les gestes et la voix. C'est ça le plus important. Même quand on est dans une relation amoureuse, quand quelqu'un dit « je t'aime », on connaît le « je t'aime » qui est « je t'aime » et on connaît le « je t'aime » qui est juste « bon ». Voilà. Les gens disent parfois que pour savoir si quelqu'un ment, il faut regarder dans les yeux. Vous voyez un peu? Oui, oui. C'est ça. Parce qu'un menteur, il a souvent tendance à fuir du regard. Bon, ça, c'est les anciens menteurs. Mais les nouveaux menteurs. Canada. Ah, au Canada, on te regarde dans les yeux et on te ment. Au Canada, regarder les gens dans les yeux, c'est un requis parce que c'est ça qui montre que tu considères la personne en face de toi. Donc, même le menteur regarde les gens dans les yeux. Les enfants, on leur apprend à regarder les gens dans les yeux quand ils parlent. Donc, tu sais plus si c'est la vérité. C'est incroyable. En Afrique, ça fonctionne, mais ici, ça ne fonctionne pas. Oui. Mais bon, c'est un peu ça. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, dans ce modèle-là, on repositionne encore la question du langage, le style, les stéréotypes aussi. Parce que quand vous communiquez, il y a des stéréotypes. Hein, voilà. On vit dans un monde où il y a beaucoup de stéréotypes, les relations. Voilà. Donc, je vous invite un peu à regarder ce modèle-là. Voilà. Et donc, normalement, quand on communique, on va s'appuyer sur nos expériences, sur nos connaissances. On va aussi formuler des hypothèses. Il y a des normes, des valeurs voilà, qu'on va mobiliser. Donc, en réalité, ici, quand vous regardez l'image, vous avez d'un côté une femme et de l'autre côté un homme. Donc, vous avez la personne qui envoie le message et la personne qui reçoit le message. Donc, le message est envoyé par un émetteur qui va s'appuyer sur ses connaissances, ses expériences, ses valeurs, et en utilisant un langage, des styles, des théorétypes, et la relation aussi. Alors, à quoi renvoie la relation? La relation renvoie au fait que nous ne communiquons pas de la même manière
en fonction de qui on a en face de nous. Quand je communique avec quelqu'un qui m'est familier, ce n'est pas la même chose que lorsque je communique avec un supérieur hiérarchique. Donc, ce sont des choses que nous connaissons, hein, que les gens ont mis ils ont essayé de théoriser cela pour mieux nous permettre de comprendre la communication. Ensuite, vous avez le modèle de Alistair et Cockburn. Alors, ce nom-là, il faut que vous le reteniez parce que son nom est très associé à la rétrospective. On a parlé de la rétrospective, n'est-ce pas, lorsqu'on parlait de l'agilité. Donc, la rétrospective, c'est cette fameuse réunion où l'équipe s'auto-évalue. Et lors de cette réunion, les gens ont plusieurs états d'esprit. Il y a des gens qui viennent en vacancier, il y a des gens qui sont plutôt ainsi de suite. Donc, Cockburn a développé un modèle qui permet de comprendre un peu l'état d'esprit des gens lorsqu'ils viennent lors de la réunion de rétrospective. Alors, il développe aussi un modèle sur les canaux de communication. Alors, à l'examen PMP, vous pourriez avoir une question sur le nombre de canaux de communication. Alors, il y a une formule, je vous la mets ici dans le chat. Le nombre de canaux de communication. Nombre de canaux de communication. Je vais vous expliquer pourquoi c'est important. Alors, le nombre de canaux de communication est égal à N. Donc, N facteur de N-1. N facteur de N-1 divisé par 2. Donc, c'est le nombre de canaux de communication. J'ai vu cette question dernièrement dans le groupe là. Je ne sais pas si le gars là publie les vraies questions, mais c'est un peu, ça ressemble pareil. Quel groupe? Devenir PMP. Ah, le groupe sur LinkedIn. Oui, Oui. LinkedIn. Alors, je vais te dire une chose, hein, tu ne verras jamais une vraie question de l'examen. Pourquoi? Parce que les questions, tu ne peux pas les photographier, tu ne peux pas sortir avec, ainsi de suite. Donc, les questions que tu as, ce sont des questions qui ont été écrites par des gens et voilà, mais ça porte sur des thématiques que tu vas rencontrer dans ton examen PMP. Mais ne dites pas que c'est une question de l'examen, c'est une question au format de l'examen. Alors, le nombre de canaux de communication, pourquoi c'est important? Parce que rappelez-vous qu'il y a des projets qui sont dits complexes. Alors, quand est-ce qu'un projet est complexe? Un projet est complexe quand le nombre de canaux de communication est élevé. Et donc, pour calculer le nombre de canaux de communication, on utilise donc cette formule-là, n facteur de n-1 sur 2. C'est pour expliquer que les canaux de communication évoluent à une vitesse exponentielle. On va prendre un exemple. Hein. Alors, que représente n ici? N, c'est le nombre de parties prenantes qu'il y a dans le projet. C'est le nombre de parties prenantes. Alors, si je vous dis, par exemple, qu'il y a 3 parties prenantes dans un projet, dites-moi combien de canaux de communication on aura calculé? Il y a 3 parties prenantes. 3. OK. 3 multiplié par... N-2, c'est 2. Donc, 3 fois 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. 3. Excellent. Maintenant, si je vous dis qu'une partie prenante s'est rajoutée, combien de canaux de communication on a maintenant? 4 fois 3, 12. Ça fait 6. Ça fait 6. Donc, on est passé de combien de canaux de communication à combien? De 3 à 6. De 3 à 6. Avec l'augmentation d'une seule partie prenante. Donc, l'augmentation du nombre de parties prenantes dans un projet complexifie le projet. Pourquoi? Parce que le volume des canaux de communication va évoluer de façon exponentielle. Et donc, justement, dans ce modèle, l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on arrive à rendre efficaces les canaux de communication dans notre projet. Et donc, du coup, il va utiliser une grille. Alors, vous avez ici en ordonnée l'efficacité du canal de communication. Et puis ici, en abscisse, il a le fait que le canal peut atteindre les personnes souhaitées. On voit Donc, pas il ton parle... écran. On voit Alors, toujours les modèles. oui.
c'est quelque chose que vous avez dans la présentation. Ah, Attends, je repartage. Je vais partager ça. C'est le graphique qui est dans la présentation que vous avez. C'est celui-là. Je pense que vous l'avez, n'est-ce pas? Je vous l'ai mis dans la présentation. Donc, vous avez ici l'efficacité du canal de communication. Et ici, vous avez les canaux de communication qui sont classés selon la température. Alors, je m'explique. La température, c'est quoi? Vous savez, quand on parle aux gens en face à face, c'est plus chaleureux que lorsqu'on leur parle, je ne sais pas moi, à distance. Vous voyez un peu? Voilà. C'est-à-dire que quand je te parle à distance, c'est moins chaleureux que lorsque je te parle en face-to-face. Donc, c'est un peu cette logique-là qu'il a voulu utiliser pour classer les différents canaux de communication. Donc, du coup, ici, tu auras donc le papier. Le papier, c'est quelque chose de froid. Quand tu envoies une lettre à quelqu'un, c'est froid. Il n'a pas de possibilité de poser des questions. Vous voyez, tout ce qui est ici, on n'a pas parfois de possibilité de poser des questions. Alors qu'ici, on a des possibilités de poser des questions. Vous voyez un peu. Donc, ce qui est intéressant dans ce modèle, c'est quoi? C'est que vous voyez quel est le canal de communication qui sera le plus efficace pour vous. Ici, le plus efficace, c'est quoi? C'est là. C'est lorsqu'on est en one-to-one, tu vois un peu. La vidéo aussi, c'est important. Voyez, lorsqu'on parle à quelqu'un au téléphone, mais ce qui est le moins efficace, c'est d'envoyer du papier à quelqu'un, c'est de lui envoyer un audio. Bon, même si les audios marchent aujourd'hui avec WhatsApp, ça marche. Hein? Donc, c'est un peu ça. Je ne sais pas si vous avez mieux compris ce modèle maintenant, le modèle de Cockburn. Donc, du coup, parfois, vous voyez, à l'examen, comment ces modèles peuvent être utilisés. On peut te mettre devant une situation où on te dit quel est le meilleur, on va te demander quelle est la meilleure situation pour communiquer ici. Quelle sera la façon la plus efficace pour communiquer? Et là, tu vas te rappeler que le papier, c'est froid. L'audio aussi ne donne pas la possibilité de communiquer, de poser des questions, ainsi de suite. C'est ça l'intérêt de ces modèles-là. Je ne sais pas si c'est bon. Oui, c'est bon. Merci. Okay, maintenant, on ne pourra pas parcourir tous les modèles un par un. Maintenant, voilà, vous allez regarder les autres modèles. Alors, maintenant, modèle de motivation. C'est quoi la motivation? Oui, vas-y. J'avais noté dans la présentation que je voulais mieux comprendre la slide 5. 5, OK. Slide numéro 5. Oui. Oui. Tu as toujours ton squelette affiché. Tu n'as pas la slide affichée. Attends, je reviens sur la slide. Oui, elle est là. Vous la voyez? Une seconde. Oui, on la voit. En fait, je n'avais pas compris ce mot. Je savais pas. Attends, il y avait. Ah non, 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 c'est bon maintenant. OK, non. C'est bon, non. hein? Oui, parce qu'au moment où j'ai lu ça, je n'ai pas compris. Mais après, quand je suis allée au niveau des artefacts, j'ai mieux compris ça. C'est bon. OK. C'est mieux maintenant. Bon, c'est juste l'adaptation. Hein? Il faut adapter selon les... Voilà, c'est simplement ça. OK, c'est bon. Très bien. Alors, parlons maintenant de la motivation. La fameuse motivation. Je pense que tout le monde sait ce qu'on appelle. C'est quoi la motivation? Quoi la motivation? C'est assimilable à l'engagement. Assimilable à l'engagement. Quoi encore? C'est le degré de... C'est le degré de... le degré d'engagement d'une partie prenante par rapport à ton projet. OK. Mais en fait, ce qu'il faut... Je pense que c'est... Oui, vas-y, Patrice. Moi, je voulais dire, c'est comme un stimulant, c'est... comment dire, c'est la chose, la raison qui te stimule de réaliser quelque chose, que ce soit un projet, que ce soit une tâche. Donc, pour moi, c'est ça. Oui. En fait, Karine, la motivation, ce n'est pas l'engagement lui-même, mais c'est ce qui définit l'engagement. Oui, Tu vois un peu. Assimilable. Voilà. C'est-à-dire que c'est le moteur. Oui.
Tu vois un peu, c'est-à-dire que aujourd'hui, tu es engagé voilà, dans ce cours, tu veux réussir ton examen, mais quel est le moteur? Qu'est-ce qui fait que tu vas sacrifier tes nuits? C'est ça la motivation, c'est le moteur. En fait, il faut partir du principe qu'un individu est composé de 3 couches. Il y a 3 couches. Alors, il y a la couche au-dessus. Tu vois un peu, c'est ce qu'on appelle les comportements. C'est la personnalité. Tu vois un peu. On sait par exemple que Karine, voilà, elle est souriante, elle est joviale. Ça, c'est ce qu'on voit. D'accord? C'est les comportements. Ensuite, maintenant, tu as une autre couche qui est la deuxième couche. C'est les talents. Hein, c'est les talents. Une personne a des talents. Voilà. Il y a des gens qui sont très sociables, tu vois un peu. C'est-à-dire que quand ils sont dans un environnement de travail canadien, par exemple, ils n'ont vraiment pas de mal à s'épanouir parce qu'ils sont à l'aise à être avec les gens, ainsi de suite. Alors que pour d'autres personnes, c'est pas évident. Et maintenant, tu vas avoir une troisième couche. Et la troisième couche qui est à l'intérieur, là, c'est ça qu'on appelle les motivations. C'est le moteur. C'est ce qui nous pousse à faire ou ne pas faire. C'est ça qui nous pousse à nous engager ou à ne pas nous engager. Et justement, il y a une erreur que l'on commettait. C'était de penser que quand j'ai une équipe de 10 personnes, pour les motiver, je vais utiliser le même levier pour les motiver. Alors qu'en réalité, les gens ont des motivations qui sont différentes. Donc, en tant que chef de projet, il faut bien comprendre quel est le moteur qui pousse un collègue, par exemple, à s'engager ou à ne pas s'engager. Et c'est sur la base de ce moteur-là maintenant que je vais chercher à le motiver. Et c'est justement là tout l'intérêt des théories de la motivation. C'est-à-dire que les théories de la motivation viennent nous informer ou bien viennent mettre à notre portée un certain nombre d'éléments ou d'informations qui vont nous permettre de mieux comprendre la motivation de nos collaborateurs. Alors, je vous mets un outil sur le chat. Hein. Je vous invite un peu à faire des recherches dessus. Ça s'appelle le WPMOT. WPMOT. Donc, c'est le Work Performance Motivation. C'est-à-dire que c'est pour comprendre un peu les motivations en milieu de travail. Donc, il y a des outils aujourd'hui qui sont utilisés et qui permettent de comprendre ces motivations. Je vous mets aussi le DISC. C'est aussi quelque chose que vous devez connaître. Le DISC, en fait, lui, c'est plutôt les comportements. Donc, les comportements sont classés en 4, les dominants, les influents, les stables et les conformes. Et on met des couleurs dessus. Et puis maintenant, vous avez le PTSI. Donc, le PTSI, c'est pour les talents. Donc, ce sont des choses aujourd'hui qu'on utilise dans les environnements de projet pour pouvoir comprendre un peu les motivations, comprendre les comportements et les talents des individus. C'est ça qui fait que… Est-ce que, Oui, excuse-moi, est-ce qu'une vas-y. conversation, par exemple, face à face pourrait, disons, permettre aussi de comprendre les sources de motivation de quelqu'un? Bon, pour moi, je dirais pas vraiment. Je dirais pas vraiment. Parce qu'en réalité, les motivations, c'est tellement profond. Tu ne peux pas… Maintenant, peut-être, si tu es un expert, peut-être sur l'étude de la personnalité ou des comportements, peut-être. Mais c'est pourquoi, pour connaître la motivation, on fait des tests approfondis. Hein. On va vous donner un test psychotechnique. On va vous demander de répondre. Et c'est en fonction de vos réponses qu'on pourra détecter votre motivation. Mais Ok. oui, vas-y. Non, je disais, ok, c'est bon. Voilà, c'est ça. Même je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests comme le DISC. Il y a même le SDI. Donc, le SDI aussi, c'est un test pour comprendre la personnalité. Parce que c'est très répandu en Amérique du Nord. Quand vous devez travailler en équipe, ils ont besoin de savoir qui vous êtes et avec qui on peut vous mettre. Donc, ils vous font passer des tests au début et c'est en fonction des résultats des tests qu'on va vous dire, ah, vous, on vous met ensemble, vous deux, on vous met ensemble, ainsi de suite. Voilà.
Je me rappelle, en 2019, j'étais dans une équipe du PMI qu'on appelle le EMAG, donc c'est le Ethics Member Advisory Group. Et donc, on était une dizaine de personnes. Et donc, qu'est-ce qu'on nous a fait faire? Au début de notre intégration dans l'équipe, on nous a fait passer le test SDI. Donc, le test SDI, c'est un test qui permet de détecter votre personnalité en utilisant un triangle. Donc, il y a un triangle, je pense, qui est inversé. Donc, vous avez ici people, process et performance, en fait. Donc, il y a des gens qui sont très orientés process. Il y a des gens, par contre, qui sont orientés people. Il y a des gens qui sont orientés performance. Et maintenant, il y a des gens qui sont au centre. Ils ont tendance plutôt à s'adapter en fonction de l'environnement. C'est-à-dire que si l'environnement est orienté people, ils vont être people. Si l'environnement est orienté performance, ils vont être performance. Tu vois un peu. Et donc, ils vous font passer ces tests-là et ils vont maintenant vous mettre ensemble selon les résultats que le test a donné. Vous voyez un peu. Donc, ça permet aux équipes d'être très efficaces quand elles vont travailler. Donc, c'est quelque chose que vous pouvez aussi utiliser dans vos projets. Alors, si on revient donc au modèle à proprement parler, alors il y a le modèle de Esberg qu'on appelle le modèle des 2 facteurs. Alors, c'est un modèle qui est assez simple, mais il y a une petite subtilité qu'il faut bien comprendre. Alors, qu'est-ce que Esberg appelle facteur d'hygiène? Esberg appelle facteur d'hygiène toute chose qui, si elle vous manque, vous êtes insatisfait, mais si vous l'avez, vous n'êtes pas pour autant satisfait. Je ne sais pas si vous voyez un peu la nuance. Vous voyez un peu la nuance? Si je l'ai, je ne suis pas pour autant satisfait. Mais si je ne l'ai pas, je suis insatisfait. C'est ce qu'il appelle les facteurs d'hygiène. Maintenant, à côté des facteurs d'hygiène, il y a les vrais facteurs de motivation. C'est ceux qui motivent vraiment. Alors, comme facteur d'hygiène, il cite parfois le salaire. Esberg dit que le salaire, c'est un facteur d'hygiène. Pourquoi? Parce que si j'ai un mauvais salaire, si j'ai un salaire qui n'est pas bon, je suis insatisfait. Mais le fait d'avoir un bon salaire ne veut pas dire que je serai quelqu'un de satisfait ou de motivé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Les conditions de travail aussi. J'ai un bon bureau, j'ai des avantages sociaux. Si je n'ai pas ces choses-là, je suis insatisfait. Je suis insatisfait. Mais le fait de les avoir ne veut pas dire que je suis motivé. Oui, ça a du sens, ça a complètement du sens. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il met comme facteur de motivation? Maintenant, lui, il dit que les facteurs de motivation, c'est quoi? C'est les choses qui permettent de valoriser l'individu. L'individu aime se sentir valorisé. Si aujourd'hui, tu es dans une boîte où on te paye 100 000 $, 150 000 $ l'année, mais où on ne te respecte pas, cette boîte-là, je pense qu'à un moment donné, tu vas la quitter et aller dans une boîte où tu es moins bien payé, mais où on te respecte. C'est-à-dire qu'on te crie dessus tout le temps, voilà, à la moindre occasion, tu es traité comme, voilà. Ça, Esberg dit que ça ne marche pas. Donc, les individus aiment se sentir valorisés. Donc, ils aiment quoi? Ils aiment la promotion. Hein? Je suis chef de service depuis 4 ans. On me fait passer chef de département. Tu vois, les individus aiment ça. Même si mon salaire entre chef de service et chef de département, l'écart n'est pas phénoménal. L'écart n'est pas phénoménal. Mais on m'a valorisé. On m'a donné une promotion. Ça, c'est ce que Esberg appelle les facteurs de motivation. Et c'est très, très important en guise de motivation. Je donne souvent un exemple pour ceux qui aiment un peu le football. Imagine par exemple que toi, le plus grand club du monde, disons, c'est le Real Madrid. Tu
tu es recruté au Real Madrid. Tu as le salaire, tu as tout ce qui va avec, mais tu ne joues pas. On ne te donne jamais de temps de jeu. 1 année, 2 années. Mais qu'est-ce que tu vas faire? À un moment donné, tu vas quitter ce Real de Madrid qui est pourtant le meilleur club du monde où tu as un bon salaire pour aller vers où? Pour aller vers un club modeste, mais où tu auras la possibilité de pouvoir jouer. C'est parce que nous aimons nous sentir valorisés. On aime se sentir valorisé. Donc, apprenez à valoriser les gens. Valoriser les gens, ce n'est pas leur donner un gros salaire. Bon, même si un gros salaire, c'est très important. Voilà, c'est très, très important parce qu'à la fin de la journée, c'est le gros salaire là qui te permet de résoudre tes problèmes. Hein. Alors, vous préférez quoi? Avoir un salaire faible et puis être valorisé ou bien avoir un salaire très élevé et ne pas être valorisé? Qu'est-ce que vous préférez? Moi, le choix est vite fait. Hein? Le gros salaire, le reste, on va gérer. Moi, Voilà, le choix est vite fait. pareil. Je vais prendre mon gros salaire. Exact. Franchement. Et Le ça me reste, permet de noyer mes soucis. Vous voyez un peu? Il y a des femmes, par exemple, qui disent que, bon, je préfère un homme qui me trompe, mais qui me donne beaucoup d'argent parce que l'argent qu'il va me donner, là, je vais aller noyer mes soucis en faisant du shopping, par exemple. Mais je pense que c'est pas on rit comme ça, mais tu vas te lasser au bout d'un moment. C'est ça. Tu vas te on va lasser au trouver bout des d'un moment. alternatives. Te lasser au bout d'un moment. Mais c'est vraiment ça le message de Esbert. Ça, c'est quand même une théorie que vous devez, un modèle que vous devez bien comprendre pour l'examen. C'est des choses il y a souvent des questions sur l'examen. Maintenant, après, vous connaissez déjà la théorie X et Y, n'est-ce pas? De McGregor, n'est-ce pas? Oui, une question, André. Oui. Est-ce qu'on est obligé de retenir les noms de ces personnes-là? Non. Ah, ok, d'accord. Tu n'es pas obligé de retenir les noms. Hein? Pas du Ok. tout. C'est Il rassurant. faut juste comprendre comment ça marche. Principe. Ok. D'accord. C'est rassurant. Oui. Alors, McGregor dit quoi? McGregor dit que l'homme avec grand H est naturellement paresseux. Et c'est vrai, hein? C'est-à-dire que pourquoi il le dit? Il dit ça pourquoi? Il dit que nous, aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique d'obtenir des choses très, très, très élevées, mais en faisant le moins d'efforts possible. C'est-à-dire que ton PMP là, si quelqu'un pouvait te le donner, voilà, sans que tu aies à faire tous les efforts que tu es en train de faire, te lever à 4 heures du matin, te mettre à travailler, ça, tu aurais pris ça. Tu ne vas pas dire non, moi je préfère là où c'est difficile. Non. Naturellement, nous aimons avoir les choses en faisant le moins d'efforts possible. Maintenant, en partant de cette hypothèse-là, il y aura quand même 2 catégories d'individus dans la vie. Il y a les X. Les X, ce sont des paresseux. Ils n'aiment pas prendre des initiatives. Ils n'aiment rien faire. Et maintenant, vous avez des Y qui, eux, aiment prendre des initiatives, et ainsi de suite. Vous pouvez le remarquer, même parmi vos enfants, même parmi vos collègues. Vous allez voir que vous avez des collègues qui sont X et d'autres qui sont Y. Un X, en fait, il aime qu'on lui dicte les choses à faire. Il préfère qu'on lui dise fais ci, fais ça. Ce n'est pas quelqu'un qui aime la responsabilité. Ce que les autres n'aiment pas, il y a des gens qui n'aiment pas qu'on leur dise fais ci, fais ça, fais ça. Ils aiment plutôt avoir l'autonomie et réfléchir de par eux-mêmes, savoir que pour faire, que c'est le moment de faire telle chose, c'est le moment de ne pas faire telle chose. Vous voyez un peu, c'est ça la théorie de McGregor X et Y. Pas vraiment difficile. Maintenant, vous avez la théorie Z de Ushi. Alors, Ushi, qu'est-ce que Ushi propose? Ushi, il a tout simplement fait une étude comparative de la société occidentale et de la société asiatique. Et il est parvenu à une conclusion. La conclusion, c'est quoi? C'est que la relation au travail, la relation que nous avons vis-à-vis du travail, elle est différente dans une société occidentale avec une société
asiatique. Dans une société asiatique, l'employeur est vu comme un père. Il est vu comme un membre de la famille. C'est-à-dire que l'entreprise, c'est comme une famille. Vous voyez le mot qu'on utilise souvent dans les entreprises, nous sommes une famille. Voilà, nous sommes une famille. Dans le système asiatique, vraiment, le mot famille dans l'entreprise, c'est vraiment ça. Et c'est pourquoi, dans une famille, par exemple, est-ce que je ne sais pas moi, si ton père te fait quelque chose de mauvais, est-ce qu'il n'est plus ton père pour autant? Si tu n'es pas content de ce que ta mère a fait, est-ce que tu n'es... Non. Il y a cette relation-là qui est... On ne peut pas la défaire. C'est pourquoi la démission, c'est quelque chose qui est mal vu dans le contexte asiatique. On ne démissionne pas. Les emplois, on est dans la même entreprise pendant des années et des années. L'avancement aussi là-bas est très lent parce que, en fait, vous allez deviner, l'avancement va se faire sur quelle base? Si on considère l'entreprise comme une famille, donc l'avancement se fait sur quelle base? L'ancienneté. L'ancienneté. Voilà. Donc, on va te promouvoir par rapport à ton ancienneté. Alors que dans l'entreprise occidentale, c'est très différent. Déjà, les gens ne font pas, le turnover, il est élevé. Les gens ne font pas 10 ans, 20 ans dans la même entreprise. Les gens bougent. D'accord? Et deuxième chose, l'avancement, il est rapide parce qu'il est basé sur des choses qui sont très, très mesurables en réalité. Alors que de l'autre côté, c'est un peu basé sur des éléments qui sont subjectifs. Donc, c'est ça qu'on appelle la théorie Z de Ushi. Alors, vous connaissez la théorie de Maslow, n'est-ce pas? Le modèle de Maslow, la fameuse pyramide des besoins. Oui. Vous pouvez me donner les besoins de la pyramide, de bas en haut? Les besoins de base, en bas là, complètement, comme se nourrir, se loger. Donc, besoins physiologiques, OK. Physiologique, ensuite? Oui. Besoin d'appartenance. Non, sécurité d'abord. Ah, sécurité, OK. Je veux avoir un toit, je veux avoir un job. Exact. Troisième? Appartenance. Voilà. Je veux avoir l'amour de mes proches, l'amour de ceci. Quatrième? Estime de soi. Est-ce que l'estime de soi n'est pas plus haut? C'est le dernier. Le dernier. Oui, c'est le dernier, c'est l'estime de soi, c'est le self-actualization. Ouais. Le quatrième, c'est la reconnaissance. OK. Les gens aiment la reconnaissance. Oui, carbure à la reconnaissance. Oui. Pour que quand je passe là, on dise oui, je suis le meilleur employé de la ville de Gatineau. Tu vois un peu ça. Voilà, ça ne te donne même pas un rond, hein, mais tu es fier de ça. C'est la reconnaissance. C'est pourquoi il y a les médailles, les ceci, les cela. Donc, ça, c'est le modèle de Maslow. Maintenant, les gens se sont amusés. Ils ont créé un autre truc en bas. En bas des besoins physiologiques, c'est quoi selon vous? Il peut y avoir... Aïe. Non, je Oui. sais pas. Wi-Fi. Quelque chose la qui connexion. Respirer. Non, la connexion Internet. Ah oui? Pour de vrai? Bon, non, c'est les gens qui s'amusent. Hein. Ah, okay. Les gens disent aujourd'hui que la connexion Internet, c'est vital. C'est plus que... C'est-à-dire que manger et boire, là, il y a quelque chose qui vient avant ça. C'est le Wi-Fi. Je ne sais pas si vous avez ça ici, mais tu vois un peu, quand on va au restaurant, on doit demander le menu, mais tu vas remarquer que quand les gens vont au restaurant, les gens vont demander d'abord le code du Wi-Fi avant de demander le menu du restaurant. Parce que le phénomène des réseaux sociaux a fait en sorte que vivre sans Wi-Fi, moi, je me suis senti, j'étais malade pendant 2 semaines parce que je ne pouvais pas accéder à mon compte LinkedIn. Vous imaginez un peu ce que ça fait? Non, je me suis demandé, mais c'est quoi en fait? Il y a une telle dépendance que je me suis dit, waouh, ça, il faut que je trouve une solution parce que c'est anormal en fait. C'est anormal.
Chaque minute, je vérifiais si mon compte est réactivé. Chaque minute, chaque minute. Mais vous imaginez ça? Donc, c'est une dépendance qui n'est pas bonne, en fait. Dépendance qui n'est pas bonne. C'est pourquoi les gens proposent même, pour une bonne santé, il faut parfois se déconnecter, il faut faire des choses, laisser son téléphone, ainsi de suite. Alors, les modèles de conduite du changement. Pourquoi on parle de conduite du changement ici, selon vous? Pourquoi est-ce que le PMI pense qu'un bon chef de projet doit connaître les modèles de conduite du changement? Parce que gérer un projet, ce n'est pas un long fleuve tranquille. Mm-hmm. Il y a des demandes de changement il y a des demandes de changement qui arrivent de part et d'autre qui viennent modifier plusieurs aspects du projet, que ce soit la portée, que ce soit l'échéancier, des demandes qui viennent des parties prenantes. Donc, il faut pouvoir savoir comment est-ce que je gère, quel est le processus que je mets en place pour gérer tous ces changements-là, comment je les gère, comment je les approuve ou non, et lorsque je les approuve, comment je les conduis pour les intégrer dans mon projet. Est-ce que tu n'es pas en train de... Oui, vas-y, Patrice. Moi, je voyais plutôt la conduite du changement comme le fait de permettre aux parties prenantes d'utiliser le produit, ce qui a été fait à la fin du projet, donc, dans la mesure où ils puissent être intégrés et se familiariser avec ce qui a été fait, le projet qui a été réalisé par l'équipe. Donc, moi, je vois un peu ça comme ça. C'est ça. En fait, ce que Karine a mélangé, modification avec changement. Parce que ce dont tu as parlé, c'est les modifications. Comment on modifie dans un projet. Oui. Mais le changement ici, rappelez-vous, si vous repartez dans le premier module, vous allez voir qu'un projet, il est source de changement dans l'organisation. Mais les individus sont résistants au changement, naturellement. C'est-à-dire que c'est l'hypothèse. Hein? Les individus sont naturellement résistants au changement. Donc, il faut faire accepter le changement que le projet va amener. C'est ça. Parce que beaucoup de projets échouent parce que le chef de projet n'a pas préparé les gens à accepter le changement. Le chef de projet n'a pas préparé la transition. Hein? Moi, je connais beaucoup de logiciels qu'on a développés dans les entreprises. On a dépensé beaucoup d'argent, mais ces logiciels ne sont pas utilisés. Ils ne sont pas utilisés. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu un travail de préparation pour accepter le changement. Donc, c'est de ça qu'on parle ici. Comment faire accepter le projet? Comment faire accepter les changements qui sont induits par le projet? Et donc là, vous avez un certain nombre de modèles, là aussi, qui sont proposés. Donc, je vous invite à bien regarder ces modèles-là. Parce que la conduite du changement, c'est... Il y a des experts aujourd'hui en conduite du changement, hein, on les appelle les change managers. C'est-à-dire que quand on veut déployer une stratégie dans une entreprise, il n'est pas exclu de recruter un change manager. C'est qui le change manager? Le change manager, c'est la personne qui va mettre en place la transition pour qu'on passe d'un état à un autre. Voilà. Ça, c'est vraiment très important. Je vous montrerai une image quand on va parler un peu des parties prenantes. On va dire qui veut changer, qui veut le changement. Généralement, tout le monde veut le changement. Qui veut changer? Là, vous allez voir seulement 2 personnes parce que nous voulons tous le changement, mais personne ne veut changer. Hein? Je prends un exemple. Toi, tu sais aujourd'hui que tu as un problème par rapport, je ne sais pas moi, je prends un exemple, la ponctualité. Donc, toi, aujourd'hui, tu aimerais, ou même, voilà, je veux devenir millionnaire. Prenons par exemple ça. Tu veux devenir millionnaire. Donc, tu veux le changement dans ta vie. Parce que nous prenons parfois des résolutions. Le 31 décembre, là, nous prenons des résolutions. La nouvelle année, oh, je veux devenir ceci, je veux devenir cela. On prend plein de résolutions. Mais le problème, c'est quoi? C'est que
pour atteindre ces objectifs-là, nous devons faire des changements en nous. Nous devons faire des changements en nous. Mais je vous dis, c'est difficile. C'est difficile de changer. Et troisième question, qui veut conduire le changement? Alors là, tout le monde est parti. Pourquoi? Parce que conduire le changement, mais ça rend fou en fait. Ça rend fou. Ça rend fou. Donc, c'est pourquoi il est très important que vous puissiez, en tant que chef de projet, à être sensible à la problématique de la conduite du changement. Comment est-ce que je peux conduire efficacement les changements? Comment est-ce que je peux amener les gens d'un point A vers un point B sans qu'il y ait trop de, voilà, sans qu'il y ait trop de remous, voilà, sans qu'il y ait trop de résistance au changement. Et l'exemple qu'on prend souvent, c'est les logiciels. Hein? Oui? Oui, je voudrais dire que, juste un commentaire, ça c'est un peu mon travail à l'hôpital là. Ok, Ce super. qu'on cherche souvent à faire, c'est que soit on implique une personne, soit un médecin, soit un clinicien dans le projet qui va venir faire changer les choses. Comme ça, lui, ce sera notre champion. C'est lui qui va parler à notre nom. Donc, on ne sera pas devant. C'est lui qui va faire la promotion de notre projet. Aussi, peut-être choisir, ce qu'on fait, on choisit souvent la solution qui est la plus proche de celle qu'ils utilisaient avant. On ne va pas aller chercher quelque chose de trop compliqué pour qu'ils puissent s'adapter facilement. Donc, c'est ça. Excellent. Ah, ça, c'est une très bonne approche. Effectivement, en matière de conduite du changement, il y a deux façons de procéder. Il y a une façon qui consiste à faire un changement étape par étape, de façon progressive. Et donc, généralement, c'est un changement qui part du bas vers le haut. Je donne un exemple. Hein. Si aujourd'hui, dans ton hôpital, vous avez décidé de passer des méthodes waterfall aux méthodes agiles, il y a plusieurs façons de le faire, ce changement. Vous pouvez décider d'abord de commencer par un service dans votre hôpital. Vous choisissez un service en fonction de sa nature, de ce que vous voulez. Vous commencez par ce service-là. Donc, ce service-là va utiliser l'approche agile, va le mobiliser, et ainsi de suite. Et maintenant, vous allez le faire passer à d'autres départements, et ainsi de suite, jusqu'à ce que toute l'entreprise ou tout l'hôpital devienne voilà, une entreprise qui utilise l'approche agile. Ça, c'est une façon de faire. Maintenant, il y a une deuxième approche qu'on appelle l'approche Big Bang. Donc, l'approche Big Bang, c'est vraiment une approche qui consiste à tout changer d'un coup. Et donc, généralement, cette approche-là, elle doit venir du haut. Et donc, généralement, comment ça va se faire? Ça va se faire à travers le choix d'un modèle. Et donc, le modèle, généralement, ça va être, par exemple, les gens qui ont la plus haute responsabilité dans l'organisation, ils vont impulser la dynamique du changement, en fait. Les gens vont voir que, ah non, nos managers ont changé, ils sont allés vers ça, donc nous aussi, on doit aller vers tel autre. Donc, c'est un peu cette stratégie pour conduire le changement. Maintenant, après, c'est des choses qu'il faut regarder dans le détail. Et puis, voilà. Mais vraiment, soyez très sensibles à la résistance au changement. C'est une problématique très importante dans la gestion de projet. Les gens n'aiment pas changer, mais les gens aiment le changement. Ça, il faut le savoir. Les gens n'aiment pas changer, mais les gens aiment le changement. Je prends nous, par exemple, nous quittons notre pays, nous venons ici, nous voulons changer de vie. Hein? On veut changer de vie, mais quand tu commences à voir les choses que tu dois changer, mais tu te dis, waouh, est-ce que je vais y arriver? On te demande de changer tellement de choses en toi. Tu te dis, c'est ça. Ça fait partie du processus. Oui, oui, ça fait partie du processus. Et tu vois que il y a des gens qui font 15 ans qui ne changent pas. Hein? Oui, il y en a qui font 15 ans, mais qui ne vont pas changer. Et malheureusement, qui ne pourront pas donc pouvoir vivre voilà, ce rêve-là pour lequel tu es venu. Tu es venu ici. Il y a une dame aujourd'hui qui nous parlait de l'environnement de la culture canadienne
la culture de Canada en matière d'emploi. Mais si je vous dis les choses que j'ai notées, vous ne pourrez même pas, hein, tu n'en reviens pas. Tu n'en reviens pas. En fait, tu dois te changer toi. Tu deviens quelqu'un, tu dois devenir une nouvelle personne, en fait. Tu deviens une nouvelle personne. On te dit, par exemple, il y a un truc on me dit que quand tu viens d'arriver dans une entreprise canadienne, tu dois poser des questions à tes collègues sur ton travail, même si tu connais tout ton travail. En fait, non. Elle nous raconte l'histoire. L'histoire, c'est quoi? C'est un gars qu'on a recruté comme commis comptable dans une petite entreprise. C'est un gars qui a des années d'expérience en comptabilité. Donc, le job qu'on lui a donné de faire là-bas, c'est tellement en deçà de ses compétences. Donc, il le fait, il est dans son coin, il fait le job nickel, il envoie tout. Évaluation 2 semaines après le stage, l'évaluation n'est pas concluante. Les managers disent que oui, il fait le job sans problème, mais on n'est pas satisfait parce qu'il ne pose aucune question à ses collègues. Et on remonte cela au monsieur. Et donc, le monsieur dit, bon, moi, franchement, je n'ai pas trouvé la nécessité de poser des questions parce que, voilà, tout ce qu'on me demande de faire, je le connais, je le fais. Voilà, c'est des choses. Donc, quand on lui a remonté cela, il était donc obligé de changer. Maintenant, il posait des questions, même pour des choses qu'il connaît. Donc, il pose des questions. Et puis, voilà. Vous voyez? Il pose des questions. Et il a été retenu. Il a été retenu. C'est pour ça que c'est intéressant lorsqu'on arrive ici, surtout dans ce pays-là. C'est comme si on ne savait rien. Moi, pendant ma formation d'intégration, justement, on nous a posé une situation où tu es responsable, tu dois recruter des gens. Et parmi les gens que tu dois recruter, il y a des seniors de 60 ans, il y a des jeunes de 20 ans, 21 ans. Qu'est-ce que tu prends? Et on a posé la situation. Moi, j'ai dit, mais je prends les jeunes, les seniors, ils sont déjà partis à la retraite. Et c'est là qu'on me dit, non, que ici, les seniors sont très privilégiés. Donc, dans ta démarche, tu dois privilégier, au contraire, même les seniors par rapport aux jeunes. Mais nous, dans notre entendement, ça n'a pas de sens. Mais c'est en faisant ces formations que tu réalises ce genre de choses. Et tu t'adaptes rapidement, parce que si tu ne t'adaptes pas, quand tu arrives dans leur milieu professionnel, tu rencontres tout de suite, ils voient tout de suite que tu ne connais pas le marché. Et ils ne te donnent pas ta chance. C'est ça, ils ne te donnent pas ta chance. Je nous posais des questions, ça risque d'être compris comme une ignorance. On va te dire, mais attention, celui-là, il pose des questions. Est-ce qu'il connaît même vraiment son job? Est-ce que... Alors qu'ici, on te dit que non, c'est considéré comme étant une bonne valeur, machin. C'est ça. C'est ça la conduite du changement. Et ça, dans les projets, c'est extrêmement important. Beaucoup de projets échouent à cause de la résistance au changement. À cause de la résistance au changement. Donc, il faut bien regarder ces modèles-là. Alors, complexité. Le monde dans lequel on vit aujourd'hui est tellement complexe et les projets aussi sont des éléments qui sont complexes. Et donc, il faut chercher le moyen de réduire cette complexité. Alors, je vous ai déjà parlé de la matrice de Stacy. Quand on faisait le mindset agile, on a étudié la matrice de Stacy qui permet de classer les projets avec deux critères. L'incertitude au niveau des exigences, l'incertitude au niveau de la technologie. Et ça te permet maintenant d'avoir des projets qui sont simples, des projets qui sont compliqués, des projets qui sont complexes. Donc ça, c'est un modèle, par exemple, d'analyse de la complexité des projets. Et maintenant, en fonction de si le projet est simple, compliqué ou complexe, tu as des approches de gestion de projet qui sont adaptées. Hein? Vous comprenez? Donc, c'est un peu ça. Maintenant, vous avez aussi le modèle de Cinéfine que vous pouvez trouver aussi dans le document. Ensuite, vous avez maintenant les modèles de gestion de l'équipe. Alors, il y a ce modèle de Tuckman là que vous devez bien connaître pour l'examen. C'est le fameux modèle Forming, Storming, Performing, Norming, Adjourning. Donc, c'est un peu le cycle de vie de l'équipe. Ça, il faut le connaître. Ça, c'est capital pour l'examen PMP. Alors maintenant, quand on dit le connaître, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut comprendre
en quoi consiste chaque phase de ce cycle-là. Deuxièmement, quel est le style de leadership qu'il faut adopter selon chaque phase dans laquelle tu es. Quand tu es dans la phase de turbulence, le style de leadership que tu utilises n'est pas le même que lorsque tu es dans la phase de coaching, de normalisation. Généralement, dans la phase de normalisation, on est plus sûr du coaching que lorsqu'on est dans la phase de turbulence. Dans la phase de turbulence, on est un peu plus directif. Voilà. Alors, il y a les autres modèles. Donc, je vous ai mis quelques modèles là. Modèle de gestion des conflits. Alors, ça, vous le connaissez déjà. C'est le fameux modèle avec les 6 techniques de résolution des conflits, le lissage, l'évitement, le compromis. Donc, ce sont des choses qu'il faut connaître pour l'examen PMP. Voilà, vous avez aussi des modèles. Le modèle de prédominance, voilà, qu'on appelle aussi le modèle de salience, avec 3 critères, l'urgence, la légitimité et puis le pouvoir. Donc, ça permet aussi de classer les parties prenantes. Donc, voilà un peu ces modèles-là qu'il faut connaître. Donc, moi, ce que je vous invite vraiment à faire, please, relisez ces modèles-là tranquillement. Ils vont vraiment vous apporter beaucoup de... C'est vrai que ça peut paraître trop. Ça peut paraître trop. En fait, c'est la décision. J'étais confronté à ce. Je me suis dit, est-ce que je vous mets tous ces modèles-là ou bien je vous mets les plus les plus importants? J'aurais pu vous mettre uniquement les plus importants. Là, on aurait eu quelque chose de très digeste. Mais après, on ne sait pas comment l'examen tourne, en fait. L'examen peut tourner à une allure où ces informations-là peuvent vous servir. Et après, je me suis dit aussi, ça peut vous servir dans la vie pratique. Donc, c'est pourquoi je vous ai mis tout ça. Alors, maintenant, les outils. Alors, je vous ai dit, on va faire un calcul ensemble, hein, vous allez voir. Combien de processus il y a? Combien de processus? 49. 49, très bien. 49 processus. Si on prend l'hypothèse qu'un processus a en moyenne 5 outils, si on multiplie par 5, vous avez 245 outils de gestion de projet. 245 outils. Alors, maintenant, on va se dire, par exemple, il y a des outils qui se répètent d'un processus à l'autre. Par exemple, quand tu prends le jugement à dire d'expert, ça se répète d'un processus à l'autre. Quand tu prends les réunions, ça se répète d'un processus à l'autre. Donc, si tu fais un abattement, par exemple, de 40%, donc si je multiplie par 0,6, on va se retrouver avec 147 à 150 outils qu'il faut connaître avant d'aller à l'examen PMP. Donc, ici, je les ai, ils sont synthétisés. Premier outil, c'est la collecte et l'analyse de données. Parce que dans un projet, vous êtes d'accord avec moi, il y a beaucoup de données. On avait parlé la dernière fois de Work Performance Data, donc les données qui sortent des processus d'exécution, en particulier le processus dirigé et gérer le travail du projet. Donc, ces données-là, il faut les collecter, il faut les traiter pour devenir des informations. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que dans quasiment tous les processus de maîtrise, vous allez voir les outils de collecte et de traitement des données. Et dans le monde où nous vivons aujourd'hui, on vous le dit d'ailleurs, si vous avez les données, vous avez le pouvoir. Parce que les données aujourd'hui sont synonymes de beaucoup de richesses et en gestion de projet, c'est pareil aussi. Donc, il est important de bien connaître les outils et techniques de collecte et de traitement des données. Deuxième chose, c'est les estimations. Vous savez que dans un projet, on fait beaucoup d'estimations. On fait beaucoup d'estimations. On va estimer le coût des activités. On va estimer la durée des activités. On va estimer les ressources nécessaires aux activités. Bref, il y a beaucoup d'estimations. Parce que pour faire les plans, vous avez besoin de pouvoir estimer. Et donc ici,
il faut vous rappeler les techniques d'estimation. Les plus connues sont l'estimation par analogie, l'estimation paramétrique, l'estimation ascendante, l'estimation à 3 points. Donc, ces techniques d'estimation, il faut les connaître. Mais bon, on aura l'occasion de les revoir un peu plus en détail quand nous allons étudier la planification. Parce que quand on va étudier la planification, on aura l'estimation, on va voir toutes les techniques d'estimation de la durée, on va voir toutes les techniques de l'estimation des coûts et on va aussi voir toutes les techniques d'estimation des ressources qui sont nécessaires aux activités. Mais il est important à ce niveau de comprendre que en matière de gestion de projet, les outils d'estimation sont très, très importants. Parce que pour pouvoir faire de la planification, on va beaucoup estimer. Ensuite, troisième famille d'outils, ce sont les réunions. On parlait tantôt tout à l'heure de communication, on parlait d'engagement des parties prenantes. Il faut savoir que l'un des meilleurs moyens pour engager, c'est vraiment les réunions. Donc, on fait beaucoup de réunions dans les projets. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais moi, j'ai constaté une chose. Hein. Un projet dans lequel on ne se réunit pas, il a du mal à avancer. Il a du mal vraiment à atteindre ses objectifs. Mais par contre, un projet dans lequel les réunions sont régulières, on observe quand même de vraies avancées. Maintenant, après, il y a toute une logique, il y a toute une philosophie pour avoir des réunions efficaces. Il faut éviter d'avoir des réunions qui n'apportent rien. Parfois, on a le sentiment que d'une réunion à l'autre, on regresse. On regresse. Pourquoi? Parce que les règles de conduite des réunions ne sont pas observées. Il y a des règles de base pour conduire les réunions. Il y a des règles de base, notamment un ordre du jour, cibler les bonnes personnes, faire des comptes rendus, terminer toujours une réunion par un plan d'action. Je pense que c'est quelque chose que vous faites. Mais je constate que dans certaines entreprises, les gens font des réunions qui ne débouchent pas sur un plan d'action. Le but d'une réunion, c'est venir, on dit, il y a ça, 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 et donc, voici ce qu'on a retenu. Donc, toi, tu vas faire ci, toi. Et c'est comme ça qu'on suit au fur et à mesure. Mais une réunion qui se termine sans plan d'action, c'est un peu compliqué. Un peu compliqué. C'est ce que les gens appellent parfois les kick wins. Il faut des kick wins. Il faut aussi éviter la réunionite, donc une maladie de réunion. On se réunit tous les jours, toutes les heures. Ça, c'est plus bon. Hein? Il y a des fréquences auxquelles il faut faire des réunions. Vous voyez un peu, donc c'est ça. J'avais un excellent document qui avait été développé par un organisme international qui expliquait un peu comment préparer les réunions efficaces. J'ai cherché ce document, je ne l'ai pas retrouvé, mais si je le retrouve, je vais partager avec vous. Alors, il y a d'autres techniques aussi, voilà, qu'on nous pourrons voir. Maintenant, troisième, les artefacts. Alors, les artefacts, on a des artefacts qu'on appelle des éléments stratégiques. Ce sont des choses qui sont généralement établies pour une fois et qui permettent de lancer le projet. Par exemple, le business case. Le business case, c'est un artefact, mais qui est en rapport avec la stratégie parce qu'il va nous permettre de voir est-ce que le projet est vraiment rentable pour qu'on puisse le lancer. Maintenant, après, il y a plutôt des éléments qui sont utilisés de façon continue. C'est ça qu'on appelle les journaux et les registres. Donc, les journaux et les registres sont utilisés de façon permanente dans le projet et permettent de collecter un certain nombre d'informations. Alors, je donne un exemple, le registre des risques. Vous voyez un peu, c'est-à-dire que c'est un document qui sera utilisé régulièrement dans le projet et qui permet de collecter un certain nombre de risques. Alors, les journaux, je donne un exemple, le issue log, le journal des problèmes majeurs. Donc, c'est un journal dans lequel on recense un certain nombre de problématiques auxquelles le projet est confronté. Un issue log. Voilà, ça, c'est vraiment un document auquel il faut vous habituer, le issue log. Parce que dans un projet, il y a des problèmes et ces problèmes-là sont documentés et font l'objet de résolution tout au long du projet. Alors, il y a aussi les plans. Le grand plan que vous connaissez déjà, qui est le plan de gestion de projet. Mais après, il y a les plans subsidiaires. Donc, les plans subsidiaires
que vous allez utiliser, par exemple, le plan de gestion des risques, le plan de gestion des communications, le plan de gestion de l'échéancier, le plan de gestion voilà, de la qualité. Voilà, c'est ce qu'on appelle des plans subsidiaires. Et ces plans subsidiaires-là, on les regroupe à l'intérieur d'un plan global qu'on appelle le plan de gestion du projet. Alors, il y a aussi beaucoup de diagrammes. On utilise énormément de diagrammes en gestion de projet. Pourquoi on utilise les diagrammes? Parce que les diagrammes nous permettent de représenter des relations hiérarchiques entre des éléments de façon très visuelle et très synthétique. Je donne un exemple de diagramme hiérarchique que vous allez, je ne sais pas si vous avez l'habitude de le faire, c'est ce qu'on appelle le WBS, Work Breakdown Structure, la SDP. Tu sais, quand tu as ton projet, tu peux avoir ton projet en un coup d'œil dans une SDP. Tous les livrables de ton projet, toutes les phases de ton projet, tu les auras en un seul endroit. Tu vois un peu? Donc, ce sont des diagrammes comme ça qui sont très importants. On a un autre diagramme qu'on utilise aussi, l'OBS. L'OBS, c'est Organizational Breakdown Structure. C'est-à-dire comment sont organisées les relations de pouvoir et les fonctions que les gens occupent dans le projet ou dans l'entreprise. Donc, c'est ça qu'on appelle les diagrammes hiérarchiques. Donc, tout au long du projet, nous allons créer et utiliser un certain nombre de diagrammes hiérarchiques qui nous permettent de pouvoir synthétiser l'information. Alors, les références de base, j'en ai déjà parlé. Les références de base, ce sont les résultats de la planification que nous allons utiliser plus tard pour suivre les performances du projet. Alors, citez-moi les 3 références de base que l'on a dans un projet. La portée, l'échéancier, le budget et puis l'échéancier. Très bien. Donc, référence de base du périmètre, référence de base de l'échéancier et référence de base des coûts. Donc, ce sont les 3 principales références de base. Maintenant, après, on réunit aussi les 3 références de base ensemble pour former une 4e référence de base qu'on appelle la référence de base de la performance. Donc, si vous voyez les références de base de la performance, il ne faudrait pas que ça vous dérange. C'est tout simplement l'ensemble des 3 références de base que nous avons citées tout à l'heure. Et nous allons voir les processus qui créent chacune de ces références de base. Ensuite, on a les données. Alors, quand on gère un projet, on crée des livrables, mais on crée aussi les données. Alors, il faut comprendre ici que les données, c'est quoi? Les données, c'est un ensemble d'éléments qui nous informent sur l'exécution du travail, du projet. C'est ça qu'on appelle les données. Donc, ces données-là, il faut les traiter et les présenter sous une forme visuelle, par exemple. Je donne un cas pratique, c'est les Kanban boards. Par exemple, si vous avez un environnement agile, vous allez voir un Kanban board où on montre le to-do, le in progress et le done. Donc, vous allez voir que ce sont des éléments de visualisation qui sont des artefacts importants. On fait aussi beaucoup de rapports, hein, les rapports de clôture, les rapports sur l'exécution du travail et également les accords et les contrats. Les accords et les contrats. Alors, les accords et les contrats sont des éléments qui permettent aussi à un projet de vivre. Je prends un exemple. Hein. Vous pouvez avoir un accord avec un partenaire et c'est cet accord-là qui va justifier le projet. Si vous regardez un peu le processus, élaborer la charte du projet, vous allez voir qu'en données d'entrée, vous avez les accords. Mais pourquoi on a les accords? On a les accords parce que, je prends un exemple entre 2 pays. S'il y a un accord entre, par exemple, le Bénin et le Canada, cet accord-là peut donner naissance à des projets. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Voilà. Maintenant, les contrats ici, nous, dans les projets, c'est beaucoup plus les contrats entre nous, acheteurs, parce que dans un projet, nous avons la position d'acheteur et le fournisseur a la position de vendeur. Donc là, je vous ai montré quelques contrats que vous avez. On a 3 grandes catégories de contrats avec les vendeurs. On a les contrats à prix fixe, on a les contrats à coût remboursable ou en régie, et puis on a les contrats hybrides. Donc, il faudra voir un peu ces différents contrats. Je vous ai mis dans le... André, Oui. j'ai eu une petite confusion à ce niveau parce que dans les 3 types, toi, tu as mis
contrat à coût fixe, forfaitaire. Tu as mis contrat remboursable, à frais remboursables, et tu as mis aussi en régie. Alors que pour moi, remboursable et en régie, c'était la même chose. Et quand tu parles d'hybride, là, je suis d'accord. C'est la même chose. Les trois, c'était forfaitaire, remboursable et puis en régie. Oui, il y a 3 grandes catégories. Je suis d'accord avec toi. Contrat à prix fixe. Oui. Maintenant, dans les contrats à prix fixe, tu as des sous-catégories. Exactement. Après, tu as des contrats à coût remboursable ou en régie. Ou encore, tu as des sous. OK. Oui. Dans ta présentation, c'est comme si en régie, c'était la 3e catégorie. Ah non, non. La 3e catégorie, c'est hybride. C'est les contrats pièces et main-d'œuvre. Dans la présentation. Donc, il faut que je regarde ça. OK, je vais regarder ça de près. OK. Mais c'est 3 catégories fixes, à coût remboursable et hybride. Hybride, OK. Attends, je regarde. Tu vois, j'ai ici les contrats à, à prix forfaitaire. Attends, je partage. Oui, tu peux partager, s'il te plaît. Donc, ici, on a les contrats à prix forfaitaire ou prix fixe. Oui. OK. Donc, on déroule. Oui. Ensuite, on a les contrats à frais remboursables ou en régie. Justement, toi, tu as mis à frais remboursables et puis tu as mis maintenant, après ça, tu es encore en régie. Bon, ça, ce sont les sous-catégories à l'intérieur. Puis, continue après cette OK. slide. Tu vois, contrat en régie. Oui, oui, non, non, ça, c'est contrat pièces et main-d'œuvre. Je dois juste, oui, oui. Non, non, c'est contrat pièces et main-d'œuvre. OK. C'est les contrats hybrides, en fait. Hybrides, OK. Donc, c'est contrat hybride que tu aurais dû écrire ici. C'est hybride. OK. Hybride. C'est un mélange de fixe et de variable. De variable, OK. C'est ça. Maintenant, je vous ai mis dans le... Alors, si vous allez dans le Classroom, je vous ai mis un document qui s'appelle PTA, Point Total Assumption. Alors, je vous recommande de lire ce document. Pourquoi? Parce qu'il y a une question qui est relative au calcul dans les contrats. Et pour répondre à cette question-là, il faut comprendre le concept de PTA, Point Total Assumption. Donc, s'il vous plaît, donc, je vous recommande de lire ce document-là avant de commencer à traiter les exercices. Donc, voilà un peu présenté de façon ramassée ce module-là. Et je vous invite vraiment à le prendre très, très au sérieux parce qu'il regorge de beaucoup de choses. Bien comprendre ce module va vous faciliter la suite. La suite sera parce que si vous comprenez bien ici, toutes ces choses-là vont revenir plus tard et on va plus les développer. Donc, c'est pourquoi c'est très important de bien les comprendre ici pour en faire un bon usage plus tard. Est-ce que le document squelette, tu vas nous le mettre aussi? Oui, je vais vous le mettre. Je vais vous le mettre comme ça, il va vous permettre d'avoir une meilleure visibilité. Les exercices sur la rentabilité, c'est à rendre quand? Alors, très bonne question. Vous voulez rendre ça quand? Vous avez le temps pour les faire? C'est quel exercice ça? Je vous ai mis un exercice sur la plateforme pour les critères de sélection des projets. OK. OK. Mais comment on organise la semaine prochaine? Comme ça, on saura quand est-ce qu'on va les rendre. On avait dit que la semaine prochaine, on faisait un quiz chronométré, c'est ça? Oui, vous devez faire un devoir, vous devez faire une évaluation. Ça veut dire qu'on aura une présentation. On va plus, c'est une séance de révision, c'est ça? Ou bien est-ce qu'il y aura quand même un module 5? J'ai envie qu'il y ait un module 5 et j'ai envie qu'on fasse... oui. Maintenant, on a le choix aussi. On a le choix de... On peut marquer un break. Vous faites l'évaluation là et puis on reprend. Mais vous me dites ce que vous pensez être judicieux pour vous. Patrice, le seul inconvénient, c'est que si on marque un break, si on ne fait pas le module 5, on aura une semaine de... Voilà, ça nous prend une semaine de plus. Mais si on fait aussi, ça va vous charger davantage. C'est vraiment à vous de voir. C'est à vous de voir. On peut en discuter d'ici dimanche, hein? D'ici samedi, là. OK. Ça marche? Oui. OK. Voilà. Donc, faites les questions. Au moins les questions pour samedi. Si vous avez la possibilité de faire les exercices aussi, vous les faites. C'est ça l'idéal, hein? Maintenant, après,
La priorité, c'est d'abord les questions. C'est les 50 questions. OK. Voilà. Est-ce que vous avez des questions, des remarques, des observations? C'est bon, hein? OK. Donc, si c'est bon, alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Donc, on se voit samedi pour pouvoir corriger les questions là. Et vous allez voir, en faisant les questions, n'hésitez pas à repartir pour lire tel modèle. Peut-être que c'est tel modèle qui va vous permettre de répondre à la question. Vous allez voir l'utilité, vous allez comprendre un peu à quoi servent ces modèles-là en traitant le quiz que je vous ai mis sur la plateforme. OK. OK, allez-y. Bonne soirée. À samedi. Merci.